On le sait, reprendre le sport ou l'activité physique après des mois d'arrêt, c'est loin d'être évident et je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans cette situation-là en ce moment, en particulier les jeunes. Normalement, c'est le corps qui essaie d'obéir à la tête qui, elle, nous permet de produire un effort au maximum. Mais là, quand ça fait des mois qu'on est à l'arrêt quasi complet, qu'on a changé nos habitudes de vie, comment est-ce possible de repartir cette machine? Bienvenue au 6e épisode de Nos premiers podiums, le balado de la 55e finale des Jeux du Québec de Laval. Les annonces ministérielles des dernières semaines qui ont vraiment été accueillies avec beaucoup d'enthousiasme par la communauté sportive, en particulier les jeunes. Mais là maintenant, la question, comment on repart cette machine quand elle a été arrêtée pendant aussi longtemps? Et c'est le thème qu'on abordera aujourd'hui, que j'aborderai avec mes deux invités. Marie-Maude Dubuc, et là, je vais lire son titre parce qu'il est quand même pas facile. Elle est post-doctorante à la chaire de recherche Kino Québec sur l'adoption d'un mode de vie physiquement actif en contexte scolaire à l'Université de Sherbrooke. Allô, Marie-Maude? Bonjour, Émilie. Et Stéphane Hamel, lui, est directeur de la haute performance à Sport Laval. Salut, Stéphane. Salut, Émilie. Alors, à vous deux, avant même de rentrer dans le vif du sujet, je pense que ce serait important peut-être de préciser ce que vous faites dans vos champs d'expertise parce que oui, vos titres sont bien beaux, mais moi, j'ai pas compris grand-chose. Fait que Marie-Maude d'abord. Oui, en fait, comme tu l'as dit, je suis postdoctorante à la chaire de recherche Kino Québec à l'Université de Sherbrooke. Donc, c'est une chaire de recherche qui s'intéresse exclusivement à l'adoption d'un mode de vie physiquement actif en contexte scolaire. Donc, la pratique d'activité chez les jeunes à l'école. Puis, en plus de mon titre de chercheuse là-bas, je suis également enseignante au secondaire en éducation physique et à la santé à Montréal. Puis c'est ce qui décrit professionnellement là, ce que je fais. Stéphane, de ton côté, avec Sport Laval, directeur de la haute performance, mais tu baignes un peu dans tout, là. Je baigne dans tout. En gros, à Sport Laval, mon titre, c'est directeur du haut niveau, mais je suis le directeur d'Excellence Sport Laval, ce qui est le CREM, le Centre régional d'entraînement multisport, qui a 8 centres comme le mien dans différentes régions au Québec. Et nous, notre mandat, c'est de supporter les athlètes espoirs, relève et élite dans tout ce qui est services médicaux sportifs. Alors, c'est un peu le gros de mon mandat là, dans ma vie. Et évidemment, je patauge des fois dans d'autres sphères, mais le gros de mon mandat et de mon travail maintenant, c'est directeur à Excellence Sport Laval. Et là, pour aborder notre thème d'aujourd'hui, je pense que ça vaut la peine de faire un peu le portrait. Et je me suis beaucoup appuyée sur le projet de recherche auquel Marie-Maude a contribué. C'est un projet de recherche qui s'appelle d'abord le programme Go, le secondaire active. Ça a été fait auprès à peu près 2948 répondants, des jeunes entre 12 et 17 ans d'écoles secondaires de la région de Montréal, des écoles publiques. Et avant même de dire ce qu'ont été les conséquences de la pandémie, je pense que c'est important de dire, quelle est la situation sur le niveau d'activité physique de ces jeunes-là, Marie-Maude? Oui, en fait, on a fait vraiment un projet de recherche pour savoir l'effet que la pandémie a pu avoir sur la pratique d'activité physique des jeunes. En fait, il faut savoir que même avant le début de la pandémie, la pratique d'activité physique chez les adolescents, c'était un sujet qui était inquiétant déjà. Donc, avant la pandémie, on parlait de moins de 20% des adolescents qui respectaient les recommandations. Les recommandations au Canada et au niveau mondial en matière de pratique d'activité physique chez les jeunes, là, c'est vraiment de pratiquer à chaque jour 60 minutes d'activité physique d'intensité modérée à élevée. Ça peut paraître beaucoup, mais les jeunes sont en développement, ils ont vraiment besoin de cette activité-là pour atteindre leur plein développement et pour avoir la meilleure santé possible. Donc, avant la pandémie, on parle de moins de 20% des jeunes, des adolescents qui atteignaient ces recommandations-là. Nous, l'étude, on a passé un questionnaire à près de 3000 jeunes. On parle de jeunes qui ont répondu à l'hiver qui vient de se terminer, donc soit décembre 2020, janvier 2021. Puis, on est arrivé avec un constat qu'à Montréal, c'était 18% des jeunes qui respectaient cette recommandation-là, donc peut-être un peu plus faible que ce que c'était avant, mais quand même similaire. Par contre, là où en fait, on s'est vraiment inquiété, c'est qu'on a observé que 38% de nos répondants, donc 38% des 3000 jeunes qui ont répondu au questionnaire,
pratiquaient entre 0 et 20 minutes par jour. Donc, moins de 20 minutes par jour, c'est qu'ils sont complètement inactifs. Et ça, c'est vraiment inquiétant quand on pense à leur développement global, quand on pense à leur santé. Ils sont en pleine croissance. Donc, l'état de la situation actuellement, je pense que on peut dire alarmant, c'est le mot juste, sinon c'est un mot faible. Là, et c'est vraiment inquiétant. Ça, c'était pour les écoles là, dans l'étude. Donc, on parle d'établissements scolaires de l'île de Montréal. Stéphane, souvent, quand on parle de la grande région de Montréal, bien, on vient y inclure Laval. Toi qui es impliqué à Sport Laval, tu l'as mentionné, c'est à la fois l'initiation au sport, la relève et le haut niveau. Est-ce que tu es à même de confirmer un peu ces chiffres-là, c'est-à-dire qu'il y a eu vraiment une dégradation dans les dernières années de la pratique d'activité physique chez les jeunes? Bien évidemment, c'est sûr qu'avec la pandémie, rien n'a aidé. On sait que, évidemment, toutes les activités sportives ont été arrêtées. On n'avait pas accès aux installations sportives. Il y a quelques personnes qui ont été chanceux, dont les élèves qui étaient en sport-études, c'était les personnes les plus chanceux de la province parce qu'ils ont pu pratiquer leur sport au complet durant la pandémie. Mais pour ce qui est de ma clientèle, qui sont des athlètes élite relève, ça a été vraiment très laborieux pour eux. On n'a même pas pu, là, ils recommencent là, tant bien que mal présentement à s'entraîner. Là. Fait que ça a été vraiment très difficile. Fait que, j'imagine que si on fait une étude de cas, oui, on arrive au même constat et c'est très malheureux là, parce on parle d'athlète élite relève, mais si on y va un petit peu, si on recule, ça va être dur de venir rechercher le monde pour les clubs et associations sportives. Ça aussi, ça va être un autre défi, de ramener le monde au sport. Il va falloir y travailler fort. Un autre objectif, Marie-Monde, de l'étude, c'était aussi justement de pouvoir évaluer les effets du confinement dû à la COVID-19 sur les habitudes de vie. Et là, je le sais que le temps d'écran est possiblement au centre de cette étude-là. Qu'est-ce que les chiffres ont révélé dans vos données? Bien, en fait, tu parles des habitudes de vie. Nous, on en a mesuré 3. En fait, on a voulu savoir l'impact de la pandémie sur la pratique d'activité physique, sur le temps d'écran. Mais quand on parle de temps d'écran, c'est vraiment au niveau du temps d'écran de loisir. Donc, pas le temps d'écran qui est utile pour l'école, pas pour faire les travaux, pas pour suivre les cours en ligne, mais vraiment pour se divertir. Puis, on a regardé aussi au niveau du sommeil. Donc, ce sont vraiment si on regarde les recommandations, là, c'est en matière de mouvement sur 24 heures, c'est combien de temps que tu passes à dormir, à être actif, puis sur les écrans. Donc, ce qu'on a observé, en fait, on leur a demandé leur perception par rapport à avant le début de la pandémie. Est-ce que vous considérez que vos habitudes de vie ont diminué pour ces 3 habitudes-là? Puis, ce qu'on a observé, c'est qu'au moment du confinement, il y a vraiment eu une chute marquée de la pratique d'activité physique, une augmentation pour près de 70% des jeunes de leur temps écran de loisirs pour se divertir. Et au niveau du sommeil, curieusement, ça s'explique, mais on a remarqué qu'au niveau du confinement, là, au début de la pandémie, il y avait une augmentation du nombre d'heures de sommeil. Mais bon, on peut l'expliquer assez facilement avec les écoles qui ont fermé, la routine qui a changé. Par contre, nous, on a voulu savoir, au moment où on a fait l'étude, on parle de 9 mois après le début de la pandémie. Est-ce que ce changement d'habitude-là a perduré ou est-ce qu'on a été en mesure de s'ajuster pour revenir à un équilibre peut-être un petit peu plus intéressant? Puis ce qu'on observe, c'est que même 9 mois après le début de la pandémie, on parle de 40% des jeunes qui ont perçu une diminution de leur pratique d'activité physique, donc ne sont pas revenus à leur niveau qu'on peut dire habituel ou pré-pandémique. Puis au niveau des jeunes, c'est 1 sur 2 qui a vu une augmentation de son temps de loisir sur les écrans qui perdure dans le temps. Et au niveau du sommeil, on voit une diminution du sommeil pour 40% des jeunes. Donc, je ne sais pas si l'impact a pris un certain temps à se rendre jusqu'au sommeil. Peut-être l'impact des mauvaises habitudes de vie commence maintenant à se faire sentir au niveau du sommeil. Mais on a davantage de jeunes qui disent dormir moins longtemps. Et surtout, on a maintenant 1 jeune sur 2 qui dit avoir une mauvaise qualité de sommeil. Et ça, c'est inquiétant parce qu'avant la pandémie, on était à 1 jeune sur 4. Donc, on a doublé le nombre de jeunes qui disent avoir une mauvaise qualité de sommeil. Donc, il n'y a rien qui s'en va du côté positif avec ça. Il va vraiment falloir mettre en place des choses assez importantes pour renverser la vapeur là, parce que le temps d'écran explose, le temps d'activité physique diminue, puis le sommeil écope dans tout ça aussi.
Et le sommeil pourrait aussi provenir de cette détresse psychologique-là qu'on voit de plus en plus chez les jeunes. Stéphane, toi aussi, tu as un accès privilégié aux jeunes sur le terrain. Qu'est-ce qui t'a le plus frappé pendant la pandémie? Parce que, bon, oui, on le sait, les jeunes étaient confinés à la maison, devant les écrans, en plus à faire l'école à la maison, devant les écrans pour une bonne partie de l'année pour plusieurs. Est-ce que ça a été la détresse psychologique? Est-ce que ça a été la paresse? Est-ce que ça a été la prise de poids? L'ensemble d'eux? Ben, tu sais, Marie-Maude a fait le constat de, bon, le sommeil et le temps d'écran durant la pandémie, mais je vous dirais que depuis nombre d'années, c'est nos deux plus grands ennemis, même pour les athlètes. Tu sais, c'est vraiment, moi, je me promène dans les écoles, puis je fais une conférence sur comment devenir un athlète de haut niveau, tu sais. Puis les deux grande problématique, c'est le temps passé sur leur écran et leur téléphone et le manque de sommeil et l'importance que les athlètes apportent au sommeil. Tu sais, c'est une problématique importante quand on sait que vraiment tout ce qui est la récupération et d'être capable de bien s'entraîner pour les lendemains, le sommeil, c'est notre ami numéro un. Fait que franchement, au-delà de la pandémie, c'est les deux choses la grosse éducation à faire auprès de nos jeunes athlètes, le sommeil et les dangers qui nous guettent pour tout ce qui est le temps d'exposition à l'écran. Puis, pour revenir un peu à la détresse de nos jeunes et tout ça, tu sais, la plus grande détresse qu'on a eue avec nos jeunes, c'était ils n'ont pas eu accès à leur sport. Tu sais, moi, ma problématique, c'était pas... tu sais, moi, j'ai écrit très souvent aux athlètes, voulez-vous... tu sais, on peut vous aider en préparation physique, en Zoom, parce que, bon, c'était le seul moyen. On peut vous aider à avoir des consultations en nutrition si vous savez commencer à avoir des problèmes de malnutrition dû au confinement. Vous pouvez rencontrer des préparateurs mentaux si vous commencez à sentir que vous avez certaines détresses. Et là, en passant, tous ces services-là sont gratuits pour nos athlètes. C'est même pas qu'ils ont à payer. Là. Fait qu'on n'a pas le dire « Ah, ça coûte cher ». Non, non, non. C'était toutes des choses que j'offrais gratuitement à mes athlètes. Puis, j'ai pas eu tant que ça d'appels. Il n'y a pas grand monde qui m'a envoyé de messages et de courriels. Moi, ma grande détresse de mes athlètes, c'est que ils n'ont pas eu accès à leur sport. Et leur motivation première, c'est l'entraînement vers leur sport. Et ils font de l'entraînement, ils font attention à leur nutrition, ils font attention à leur préparation physique, au sommeil, parce qu'ils font leur sport. Si ils ne font pas leur sport, ils ne sont pas motivés tant que ça à faire tout ce qui est l'à côté. Parce qu'on s'entend, là, je suis encore avec des jeunes en développement. On ne parle pas d'athlètes de niveau excellence, là, on parle des athlètes espoir, relève, élite. Fait que, moi, ma clientèle là, se situe entre 12 et 19 ans. Là. C'est la majorité de mes athlètes. Là. Fait on est encore en développement, on est encore en instruction de l'importance de la préparation physique, l'importance de la nutrition, l'importance du sommeil. Mais pour eux, leur importance première, c'était « je veux m'entraîner, je veux faire des compétitions ». Et ça, malheureusement, personne n'était capable de leur donner. Fait que, il y aurait beau me dire, je veux bien rencontrer un préparateur mental, mais ça ne va rien changer parce que je ne peux pas faire mon sport. Et il ne va pas me le ramener, mon sport, pour l'instant. Fait que c'était ça vraiment, moi, la grosse détresse, c'était ça. Marie-Maude, maintenant, comment on va réussir à défaire ces mauvaises habitudes-là qu'on a pris et qui se sont vraiment installées au cours des semaines, des mois et même de la dernière année? Bien, ça va prendre du travail, ça va prendre beaucoup, beaucoup de travail. Stéphane l'a bien dit, ce sont des problématiques qui étaient là bien avant la pandémie et qui ont été exacerbées par la pandémie. Donc, ça fait longtemps, ça fait 1 an que les jeunes ne peuvent pas repratiquer leur sport ou l'activité qui les intéressait. Certains ont découvert autre chose, mais ce n'est pas la majorité, malheureusement. Donc, c'est sûr que si on attend que tout réouvre et on ne fait rien de plus et on pense que comme par magie, tout le monde va se remettre à se réinscrire et pratiquer du sport, je pense qu'on se ferme un peu les yeux sur le problème. Ça fait 1 an que les jeunes sont sur leur écran.
ont trouvé d'autres choses à faire, d'autres activités. Il va falloir que ce soit attirant, il va falloir que ce soit motivant, il va falloir que ce soit varié, diversifié, qu'il y en ait pour tous les goûts. Il va falloir que les moyens soient à la hauteur du problème auquel on fait face en ce moment. Là, c'était déjà problématique. Il fallait déjà penser à offrir, à varier, à ce que tout le monde trouve son sport. Stéphane l'a bien dit, les jeunes sont motivés par leur activité. C'est leur sport, c'est ce qu'ils pratiquent. C'est vrai pour le haut niveau, mais c'est vrai aussi pour les jeunes qui n'en font que pour le plaisir et qui ne s'entraînent pas nécessairement en vue d'une compétition. Mais faut toujours bien qu'ils découvrent c'est quoi le sport qu'ils aiment ou c'est quoi l'activité, que ce soit une activité individuelle, une activité de moins intense, plus intense, peu importe, il y a d'équipe ou autre. Il y a vraiment une grande, grande variété. Puis, il faut qu'on permette aux jeunes de toucher à tout ça, de le découvrir, puis après d'espérer qu'il y a quelque chose là-dedans qui les accroche pour les garder là. Mais c'est sûr qu'il faut qu'on donne les moyens que les jeunes découvrent. C'est-à-dire que si ça coûte très cher, si c'est inaccessible, si c'est très loin du domicile ou de l'école, ça va être difficile pour les jeunes de découvrir toutes ces activités-là. Donc, il va falloir mettre en place des façons de financer la pratique d'activité physique des jeunes. Je pense que c'est primordial si on veut essayer de renverser la vapeur là, de ce qui s'est fait dans la dernière année et même avant. Oui, puis tu sais, il y a un défi aussi parce que là, on vient de perdre en quelque sorte un an. En un an, là, un adolescent, ça change tellement. Ce qui veut dire que toi, par exemple, Stéphane, les jeunes avec lesquels tu travailles, les jeunes sportifs, que ce soit l'initiation, développement, relève, haut niveau, les objectifs ne sont peut-être plus les mêmes. C'est-à-dire que ton jeune qui était motivé à atteindre tel objectif avant la pandémie ne l'est peut-être plus, ce qui n'est pas nécessairement grave. Par contre, c'est de s'assurer qu'il y a encore quelque chose qui le motive. Comment vous allez réussir à répondre à tous ces objectifs-là qui sont peut-être différents puis qui ne sont pas les mêmes? Ben, tu vois, ça, j'ai quand même espoir et je suis positif à travers ça. Parce que oui, ça fait un an qu'ils ne l'ont pas, mais je crois que franchement, ils auront eu le temps de mûrir et de voir comment que ça leur a manqué. Puis je pense que le retour va être positif. Je pense qu'ils vont avoir tellement hâte de retourner à l'entraînement et de voir un peu les impacts du non-entraînement qu'il y a eu. Fait que je pense qu'on va avoir une belle motivation au niveau de nos jeunes, tu sais. Puis la même chose, puis là je parle d'athlètes, mais je pense que la même chose aussi au niveau des jeunes enfants. Tu sais, les parents, parce que là, on s'entend qu'on va se retourner vers les parents. Ouais. Les parents vont avoir hâte de les envoyer faire un sport, d'essayer de sortir de la maison. Sortir de la maison, c'est correct, j'ai entendu le sous-entendu. Tu as des enfants, hein, Stéphane? Oui, j'en ai deux. C'est ça. Ma fille commence le soccer la semaine prochaine. Ouais, c'est ça. Non, mais bon, je pense qu'on va quand même avoir. J'espère être positif. Je reste positif parce que je crois que les gens vont vouloir sortir de la maison, vont vouloir essayer de nouvelles choses. Oui, c'est sûr que peut-être que les clubs sportifs vont devoir s'ajuster au niveau des coûts parce que, bon, évidemment, pour les rendre accessibles un peu à toute la palette de notre société. Mais je suis positif. Je pense que les gens ont hâte de sortir de la maison. Puis nous, ben, à Sport Laval, là, on a différents programmes pour aider les jeunes à découvrir de nouveaux sports. Puis on voit vraiment l'engouement. On se présente dans les écoles, ça s'appelle la caravane de mes premiers jeux. Et puis on se présente dans les écoles puis différents où est-ce qu'ils touchent à 3-4 sports dans la même avant-midi. Puis on voit vraiment les jeunes sont excités puis sont vraiment contents de sortir de l'école puis de faire une activité sportive. Fait que j'ose espérer que ça va se transposer sur le terrain, pas juste pour les jeunes, mais pour nos athlètes qui sont des athlètes élite relève. Fait que je reste positif. Marie-Maude, aussi, dans le projet sur lequel tu as travaillé, vous avez amené 4 pistes d'action qui sont vraiment très claires et qui sont, je vais te laisser aussi les présenter, mais qui partent aussi de la concertation de tous les acteurs qui entourent l'enfant, c'est-à-dire la famille, l'école, le milieu
le milieu sportif, civil, scolaire. Vraiment, c'est un ensemble de gens qui, si tout le monde travaille ensemble, on va y arriver. Bien, c'est le message qu'on voulait lancer, mais ça fait des années que c'est dit et qu'on le sait. Si on veut changer les comportements d'un individu, dans ce cas-ci des jeunes, on veut qu'ils pratiquent davantage d'activité physique et qu'ils passent moins de temps sur les écrans, qu'ils améliorent leurs habitudes de sommeil, et ainsi de suite. Mais c'est clair qu'on va travailler sur le jeune, mais il faut travailler aussi sur son environnement puis sur ce qu'il y a autour de lui. Donc, la famille, les amis ont un rôle important là-dedans. Il faut qu'ils soient sensibilisés, il faut qu'ils soient au courant. Faut que ça leur tienne à cœur à eux aussi. Tout ce qui est le milieu scolaire, des fois dans le milieu scolaire, c'est pas généralisé que c'est valorisé, c'est l'affaire du prof d'éducation physique, des coachs sportifs ou du parascolaire le soir, mais c'est pas nécessairement quelque chose qui est mis de l'avant par toute l'école. Et je pense que ça c'est une erreur. Il faut que de plus en plus ça devienne quelque chose qui est mis en valeur par toute l'école, qui est dans le projet éducatif même de l'école pour développer chez les jeunes. Si on pense à la communauté par la suite, bien, tout ce qui est la ville, les organismes, que tout le monde travaille ensemble pour que les jeunes puissent bouger. Souvent, il y a l'école, puis après, bang, il y a une coupure. Le soir, c'est la ville, c'est autre chose, mais il n'y a personne qui se parle pour faire en sorte que ce qui est fait à l'école soit continué par la ville, par les organismes, et ce qui est fait par les organismes, par la ville, soit ramené aussi à l'école et soit réutilisé. Donc, c'est tellement plus parlant pour le jeune si tout le monde, tous les acteurs qui gravitent autour de lui, sont sur la même longueur d'onde, parlent le même langage et véhiculent les mêmes choses. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, c'est sûr que ça prend une concertation pour amener l'élève à faire ces changements-là. Mais de façon plus concrète, là, si on y va avec la situation actuelle, on est là, il y a une réouverture, on est encore en situation de pandémie, bien, à court terme, les jeunes, il commence à faire beau, ben, il fait vraiment beau même. On peut aller dehors, les sports réouvrent, on peut aller s'inscrire. Les fédérations, les organismes ont fait leur devoir de respecter les mesures sanitaires, de mettre en place des activités qui peuvent être parfois un petit peu modifiées pour respecter les conditions, les mesures sanitaires en vigueur, mais les devoirs ont été faits. Donc, il faut encourager ça, il faut encourager nos jeunes à retourner s'inscrire dans les activités, à aller en découvrir des nouvelles, en découvrir d'autres. Peut-être qu'il y en a qui ont pris la piqûre du plein air pendant la dernière année. On sait que ça l'a augmenté. Tant mieux, on découvre des nouvelles choses, on va en essayer d'autres. Puis, je pense qu'à court terme, c'est ce qui peut être fait. Maintenant, à moyen long terme, on pourrait s'en parler longtemps, mais il y a beaucoup de choses qui doivent être développées là, au niveau de la concertation, au niveau de ce travail d'équipe-là, mais aussi au niveau du jeune, d'essayer de vraiment développer son autonomie aux jeunes là-dedans, parce que dans le fond, c'est ce qu'on a observé, nous, pendant la pandémie. Hein. Si on coupe ce qui est organisé, il ne reste plus rien. Le jeune, ben, c'est vrai pour plusieurs adultes, on l'a vécu, mais c'est difficile de se revirer de bord. Et c'est encore plus difficile quand on a 12, 13, 14, 15, 16 ans. Là. Donc, il va falloir mettre en place quelque chose pour développer ça. En théorie, le programme d'éducation physique dans les écoles a cette visée-là. Maintenant, il faudra voir est-ce qu'on donne tous les moyens possibles à l'école et à ce programme-là pour y arriver. Est-ce que vraiment tout est en place ou il y a des choses à modifier? Je pense que ça peut passer par l'école, effectivement. Ça peut passer... Bien, à tous les niveaux. Tu l'as bien dit, là, c'est au niveau de famille, amis, l'école, la ville aussi, même au niveau des politiques, les gouvernements, il faut qu'ils soient derrière cette façon-là. Et en bout de ligne, ben, si on met ça en place, j'ai bon espoir qu'on y arrive à modifier ces mauvaises habitudes-là chez les jeunes. Et Stéphane, tantôt, quand on parlait de la concertation entre le milieu scolaire, le milieu également civil, je t'ai vu sourire parce que je pense que c'est le cheval de bataille de bien des organisations. Puis je le sais que vous êtes en quelque sorte devenus des leaders à Laval dans cette volonté-là de vouloir tout rassembler ce monde-là et de faire un grand organisme qui travaille sur la même longueur d'onde. Vous travaillez beaucoup avec les écoles. Bien, nous on est spécial considérant dans la province du Québec parce qu'on est le seul organisme où est-ce que toutes les sphères du sport sont regroupées sous le même toit. Alors, chez nous, à Sport Laval, ben, on a toutes les associations sportives qui sont sous notre toit. On a tout ce qui est rapport avec le RSEQ, qui a tout ce qui est rapport au scolaire. Et on a aussi, évidemment, le volet haute performance au niveau avec Excellence Sport Laval. Mais on est tous regroupés sous le même toit et on a en plus la coordination des Jeux du Québec. Fait que vraiment, tous les acteurs qui travaillent et qui gravitent autour de nos jeunes sont sous le même toit. Fait que, veut pas, il y a une concertation évidente déjà à Laval. Et puis, ça l'aide énormément d'avoir une certaine concertation entre le milieu scolaire, le milieu civil,
parce que c'est tous les mêmes acteurs qui y travaillent. T'sais. Puis moi, pour revenir, moi, mon vœu par rapport à... J'espère que l'aspect positif de la pandémie aura fait en sorte de voir que on doit développer encore plus nos programmes sport-études. T'sais, on a vu les seuls qui ont pu pratiquer leur sport pendant toute la période, c'est des athlètes qui étaient sport-études. Alors, je trouve qu'on a encore place à développement au niveau sport-études, où est-ce que nos jeunes vraiment, et là je parle de sport-études, peut-être que ça peut être juste concentration sport. T'sais, on a amené des programmes de concentration sport dans les écoles. Et en plus, fait que moi, j'espère que la pandémie aura fait ouvrir les yeux à différents acteurs du monde du sport et de l'éducation, que c'est important qu'on investisse dans nos sports-études. Puis, c'est sûr. Puis aussi, Marie-Maude, j'avais cité nos deux plus grands fléaux, mais le troisième, tu l'as nommé aussi, c'est l'autonomie. Et ça, chez nos athlètes, on a encore beaucoup de travail à faire. On a à développer leur autonomie parce que là, évidemment, ils sont tellement bien encadrés, ils ont une structure, ils ont un horaire. Puis là, ça l'a éclaté dans la dernière année. J'espère que ça leur a amené les athlètes à se prendre en main un peu plus et à être un peu plus autonomes pour qu'on ait des meilleurs athlètes pour le futur aussi. Bien, je pense qu'en général, c'est une génération qui a de la difficulté à s'occuper seule. Tu sais, on fait un petit recul dans le temps. On n'avait pas besoin de tout le temps. C'est le fun, le sport organisé, puis c'est important, mais quand on n'est pas avec notre équipe de soccer, par exemple, il faut être capable de s'occuper seul. Puis ça, la pandémie a mis le doigt là-dessus. Les jeunes ont de la difficulté à s'occuper. Et l'autre chose aussi, je pense que pour faire un peu du pouce sur ce que tu disais, Stéphane, dans l'ensemble, on vient de donner encore plus, de confirmer l'importance des cours d'éducation physique à l'école parce que si les jeunes sont moins actifs à la maison, puis là, on a quand même un travail de sensibilisation à faire, puis les parents, puis tout ça, faut quand même pousser. Bien là, on vient de confirmer que l'éducation physique à l'école a sa raison d'être. Souvent, ça a été un gros débat, mais là, je pense que plus que jamais, les jeunes sont à l'école... combien de mois par année? 9 mois par année à peu près? 9 mois, 8 mois et demi, 9 mois 10. par année? On est 10. Bon, 10. La prof d'éduc vient de me reprendre. Bien là, on vient de confirmer que justement, les jeunes ont besoin de bouger à l'école, puis c'est important. Et je pense que pour terminer, Marie-Maude et Stéphane, il y a l'aspect plaisir dans cette reprise-là qui, à mon avis, doit être au centre de cette démarche-là, avant même de rentrer dans l'effort, dans la performance, dans peu importe les objectifs qu'ils soient, il faut s'amuser. Et ça aussi, je pense que ça fait un moment que les jeunes ont oublié comment le faire. Donc, on a un gros travail à faire là-dessus. Bien, tu sais, moi, pour revenir un peu aux conférences que je fais là, sur comment devenir un athlète de haut niveau, bon, je parle de tout ce qui est préparation physique, nutrition et tout ça. Puis je laisse parler les athlètes et puis les jeunes sportifs. Puis là, je leur dis, ben, c'est quoi l'affaire la plus importante? Et puis là, bon, faut être en forme. Non, je dis, c'est quoi l'affaire la plus importante? Et puis, j'ai pas toujours la bonne réponse. Parce que pour moi, la bonne réponse, ben, tu l'as dit, Émilie, c'est la passion. T'sais, si on n'est pas passionné, si on n'aime pas ça, on va pas le faire ou on va arrêter un jour ou l'autre. Fait que moi, je pense que c'est la clé du succès. Si on est capable de leur amener la passion, peu importe le sport, peu importe l'activité physique, si on est capable de leur donner cette passion-là, je pense qu'on va être gagnant tous et chacun. Puis si je peux rajouter en lien avec la notion du plaisir, Stéphane le voit beaucoup, l'expérimente beaucoup avec des athlètes. Nous, dans le projet, on est vraiment allé chercher tous les élèves de tous les niveaux d'intérêt par rapport à l'activité physique, donc des jeunes qui en pratiquent beaucoup, qui aiment ça beaucoup, d'autres qui n'aiment pas trop ça, qui en pratiquent très peu. Puis, chacun, ce qui revenait quand on leur demande qu'est-ce qui fait en sorte que tu en fais, qu'est-ce qui va faire en sorte que tu en ferais plus, c'est quoi les éléments déclencheurs. Ben, les éléments les plus importants pour eux, c'est le plaisir, c'est d'être avec leurs amis. Ils se soucient très peu, bien honnêtement, à l'âge où ils ont, on peut le comprendre, ils se soucient très peu du fait que c'est bon pour leur santé et que ça va les aider à ce niveau-là. Ça, c'est notre souci à nous pour les jeunes. Mais eux, est-ce qu'ils s'amusent? Est-ce que les amis sont là? Est-ce qu'il y a un moyen de socialiser? Puis si on met ça en place, ben je pense que ça aide. Puis dans d'autres choses qui revient beaucoup, c'est la variété.
Donc, je pense que Ouais. justement d'essayer des nouveaux sports. Puis tu le disais tantôt, Émilie, l'éducation physique, je pense que c'est un bon moyen pour ça parce qu'on peut se permettre en éducation physique d'essayer une grande variété de sports. Puis c'est vraiment la seule discipline, hein, si on pense, Stéphane parlait du sport-études tantôt, il y a plein de bons côtés à ça, mais quand on pense à l'éducation physique, c'est quand même la seule matière où on enseigne vraiment à tous les élèves des savoirs pour bouger, savoir-faire moteur. Bon, on développe beaucoup d'aspects, mais on touche vraiment à tout le monde. Donc, que tu aimes l'activité physique ou que tu n'aimes pas ça, on va travailler avec toi puis on va essayer de te faire découvrir quelque chose que tu pourrais aimer. Donc, c'est inclusif. Toute l'école y est, tous les jeunes y sont, tous les jeunes en pratique, peu importe qu'il y ait des difficultés, des handicaps, des problèmes, tout le monde y est. Et c'est vraiment accessible à tous. Fait que je pense que effectivement, si la pandémie peut avoir mis en lumière l'importance que ce cours-là peut avoir dans le curriculum scolaire et que c'est pas une matière à part ou moins importante. Au contraire, je pense que les jeunes l'ont vraiment apprécié pendant cette année-ci, lorsqu'ils avaient des cours en présentiel, en gymnase ou à l'extérieur, là, où ils ont pu bouger et vraiment apprendre différentes choses et découvrir de nouvelles activités. Marie-Maude, Stéphane, merci d'avoir participé à l'épisode. Marie-Maude, merci pour les chiffres, hein, parce que je pense que ça fait des semaines qu'on parle beaucoup. Tu sais, on en parle, les jeunes n'ont pas bougé. Voici, mais là, vraiment, on était capable de quantifier cette nouvelle réalité-là. C'est alarmant, tu l'as dit. Je pense que, par exemple, de réouvrir le sport, c'est notre meilleur moyen pour pouvoir y remédier. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Stéphane, je sais que tu repars avec tes athlètes de ton côté. Il y en a plusieurs qui, eux, repartent la machine. Ça va faire mal au début, mais on va y arriver parce qu'ils sont bien encadrés. Mais tu sais, n'oubliez pas, on doit être des modèles aussi, nous, hein? Les parents, les entraîneurs, tout ça. On a vraiment un gros rôle de modèle vis-à-vis ces jeunes-là qui peut-être ont des questions puis ne savent pas comment justement repartir tout ça. Alors, merci infiniment, puis bonne reprise du sport. Merci, Merci, Émilie. Émilie. Vous le savez, à chaque épisode, on a un segment Saviez-vous que qui donne la parole à une fédération sportive qui nous présente un nouveau projet ou encore une nouveauté estivale, un projet qui est en cours. Et bien, aujourd'hui, la parole est à Soccer Québec et son programme de reconnaissance des clubs. Saviez-vous que Soccer Québec a lancé un tout nouveau programme de reconnaissance des clubs en 2019? Qu'est-ce que le programme de reconnaissance des clubs et pourquoi à Soccer Québec nous avions besoin d'un tel programme? Le programme de reconnaissance des clubs vient définir les meilleures pratiques organisationnelles de clubs, organisées en 4 niveaux possibles à atteindre. Les bonnes pratiques touchent évidemment le travail sur le terrain, mais également des éléments de gouvernance, de finances et de sécurité des participants. Le programme de reconnaissance des clubs vient donc clarifier par Soccer Québec les attentes que nous avons envers les clubs. Et ça nous permet, en tant qu'organisation, avec nos 18 associations régionales de soccer, de bien accompagner et guider les clubs vers l'atteinte de ces standards. Un grand changement en lien avec le programme de reconnaissance des clubs est qu'à partir de l'été 2021, les clubs pourront participer à nos ligues régionales et provinciales en fonction du niveau de reconnaissance de leur club et non, comme c'était le cas historiquement, par la performance d'une équipe. Nous avons près de 50 clubs qui sont présentement reconnus par le programme et plus de 110 autres clubs additionnels qui sont en processus d'accompagnement pour être reconnus. Pour en savoir plus sur notre programme de reconnaissance des clubs et sur la liste des clubs qui sont présentement reconnus, je vous invite à consulter notre site web au soccerquebec.org. Merci beaucoup. Merci à Dominique Boudreau, directeur des opérations à Soccer Québec. Merci aussi à nos invités d'aujourd'hui, Marie-Maude Dubuc et Stéphane Hamel. Je vous rappelle que tous les épisodes de nos premiers podiums sont disponibles sur la plateforme rds.ca/balado-diffusion, dis-je bien, et aussi sur les plateformes de réécoute, alors entre autres iHeartRadio. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous donne rendez-vous pour un autre épisode de nos premiers podiums, là où on discute de sujets qui vont bien au-delà du sport.